Donc, je me présente et je vais laisser ma collègue aussi se présenter parce qu'on va être deux ce soir avant de partager le PowerPoint. Donc, je suis Camille Robert et je suis conseillère à l'emploi au CIDFF et on va vous présenter bien évidemment le CIDFF. Donc, bonsoir, moi je suis Muriel Bohémard-Berne, l'une des juristes du CIDFF. Donc, j'accompagne Camille ce soir. Donc, moi je vais pouvoir du coup vous présenter les différents congés spécifiques des aidants ainsi que les allocations qui sont en lien avec ces congés. Donc certainement qu'il y en a un certain nombre que vous connaissez parce que vous pouvez éventuellement en bénéficier. N'hésitez pas à mettre des questions, soit dans le chat, soit à prendre la parole. Il n'y a pas de difficulté. Je vais commencer par vous présenter le congé de présence parentale que vous devez connaître et que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant de la JPP. Donc, le congé de présence parentale, les conditions pour en bénéficier, c'est qu'il faut avoir un enfant de moins de 20 ans, un enfant qui soit à la charge effective et permanente de la salariée ou du salarié du secteur privé ou public et qu'on soit dans une situation avec un enfant qui est atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité et qui nécessite une présence continue, soutenue et des soins contraignants, ce qui sera attesté par un certificat médical. Et autre condition, il ne faut pas que cet enfant perçoive un salaire brut qui soit supérieur à environ 950 € et qu'il ne doit pas bénéficier non plus d'une allocation logement ou d'une prestation familiale. Alors pour la durée, vous verrez, je vous ai rajouté quelques informations récentes. En fait, il y a eu une loi du 15 novembre 2021 qui est venue étendre et revaloriser un certain nombre de congés, d'allocations. Donc là, concernant le congé de présence parentale, vous voyez la durée, elle est de 310 jours sur 3 ans. Et la loi de finances de sécurité sociale de 2022 prévoit que ce soit doublé à 620 jours et qu'il y ait la possibilité en fait de renouveler avant la fin de la 3e année si on a déjà épuisé le stock des 310 jours en fait. Donc c'est un congé qui peut être également pris en une ou plusieurs fois et aussi par demi-journée, ça c'est aussi assez récent, et qui peut être transformé en période d'activité partielle si c'est nécessaire et renouvelable bien évidemment s'il y a rechute ou récidive ou si les soins, la présence sont toujours nécessaires. Pour la procédure, il faut demander 15 jours avant avec un certificat médical et prévenir pour chaque période où on va demander ce congé de présence parentale 48 heures avant. Concernant le contrat de travail, ça va bien évidemment avoir des conséquences. Le contrat de travail, il est suspendu, mais comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a la possibilité de bénéficier d'une AJPP, ce qu'on vous a noté là en bas de PowerPoint et sur lequel on va revenir juste après. La fin de ce congé, c'est soit au terme de la durée ou du renouvellement, et il peut y avoir également des conditions de fin anticipées, si notamment il y a une diminution des ressources, par exemple. Le deuxième congé dont vous pouvez bénéficier en tant qu'aidant-aidante, c'est ce qu'on appelle le congé de solidarité familiale. Donc là, ça concerne les proches qui sont en fin de vie. Fin de vie, c'est phase avancée ou terminale d'une affection qui va être grave ou incurable, qui peut concerner un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne qui partage le même domicile ou qui vous a désigné en fait comme personne de confiance. Pour ce qui est de la durée, là on est sur une durée de 3 mois maximum qui est renouvelable une fois. Alors après, il faut toujours vérifier dans vos conventions collectives s'il n'y a pas des dispositions conventionnelles qui soient plus favorables. C'est également fractionnable là aussi et transformable également en période d'activité à temps partiel si c'est nécessaire et renouvelable.
Et vous voyez, là, on vous a mis un autre sigle parce que y a toujours plein de sigles en droit. Là, cette fois-ci, c'est l'AJAP, donc, que je vais vous présenter juste après, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Autre congé, c'est le congé proche aidant. Alors là aussi, il y a quelques nouveautés en 2022. Il va y avoir une extension, revalorisation, et notamment dans les conditions, en fait, c'était indiqué auparavant qu'il fallait être bénéficiaire, en tout cas pour la personne accompagnée, handicapée ou qui fait l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ça va être étendu à des personnes qui sont avec une moins grande perte d'autonomie. Ça, c'est la nouveauté 2022. Donc, pour que tout simplement plus de personnes puissent bénéficier de ce congé proche aidant. Dans les conditions pour pouvoir bénéficier de ce congé de proche aidant, donc ça va être pour une personne avec qui la salariée vit en couple ou le salarié, son ascendant, son descendant, un enfant à charge. Ça peut être un ascendant, un descendant, c'est vraiment assez large, hein. Ça peut même être une personne avec qui elle réside ou avec qui tout simplement elle a des liens étroits et stables et avec qui elle vient en aide de manière régulière et fréquente. Donc c'est assez large. La durée, elle est de 3 mois ici, maximale, sauf là encore s'il y a des dispositions conventionnelles plus favorables. Ça peut être fractionné là aussi et transformé en période d'activité à temps partiel, et c'est renouvelable. Et là également, la conséquence sur le contrat de travail, c'est que c'est pas rémunéré ce congé, mais qu'il y a une AJPA, cette fois-ci, l'allocation journalière de proche aidant, qui est tout à fait possible. Le dernier congé, enfin pas le dernier parce que je vais vous en présenter d'autres, il y a la possibilité de bénéficier de dons de jours de repos. Donc là, les conditions, c'est pour une personne salariée qui a un enfant à charge de moins de 20 ans ou un salarié proche aidant. Donc ça, c'est les dons qui sont possibles du coup à 2 types de salariés. Il faut bien évidemment un certificat médical. Et les jours qui peuvent être concernés, c'est les congés payés de la 5e semaine, les RTT, les récup, le compte épargne-temps, les jours de repos qui proviennent d'un compte épargne-temps. C'est possible en demandant l'accord de l'employeur de donner ces jours. Le salarié qui en bénéficie conserve sa rémunération pendant les congés, les avantages acquis avant le début du congé et les absences, elles sont prises en compte dans le calcul des avantages liés à l'ancienneté. Donc ça, c'est plutôt aussi quelque chose qui peut être intéressant. Je vais vous présenter les allocations qui correspondent à ces différents congés. Donc là aussi, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, elle fixe de nouveaux montants par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc l'allocation journalière de présence parentale, la fameuse AJPP, dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc les conditions sont celles que je vous ai évoquées, hein, d'avoir un enfant à charge de moins de 20 ans qui a besoin de soins en raison de sa maladie ou de son handicap. La demande, elle est à adresser à la CAF ou à la MSA. Et là, les montants au 1er janvier 2022 ont été revalorisés. On est sur à peu près 58 € par jour et 29 € pour une demi-journée. Et il y a la possibilité d'avoir un complément pour frais qui est de 112,23 €, s'il y a des dépenses occasionnelles qui dépassent ce montant. Alors ça peut être pour le transport, des produits de confort par exemple. La durée, elle est de 310 jours, et ce que je vous indiquais tout à l'heure, j'ai mal noté sur le PowerPoint, c'est pas 610, le double de 310, mais 620.
la possibilité du coup que ce soit une indemnisation qui soit prolongée. Concernant maintenant la JPA, je crois que c'est celle-ci qui va s'ouvrir. Non, la JAP, excusez-moi. C'est l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Donc là, c'est ce que je vous indiquais, c'est quand on bénéficie d'un congé de solidarité familiale. Donc là, on a la possibilité de faire une demande qui va être adressée au CNAJAP. Et là, les montants sont d'environ 56 € par jour et 28 € par jour si c'est une activité réduite à temps partiel. Donc ça, c'est la JAP. La demande, il y a des formulaires SERFA à chaque fois pour faire ces demandes-là que vous pouvez retrouver sans difficulté. C'est une allocation qui est versée de manière journalière dans la limite de 21 jours et qui est maintenue quand la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée. Et pour terminer du coup sur les allocations, on a l'AJPA cette fois-ci, l'allocation journalière de proche aidant. Les conditions, il faut arrêter de travailler ponctuellement ou de réduire son activité salariée ou une activité non salariée pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Là encore, vous avez un formulaire SERFA que vous pouvez adresser à la CAF ou à la MSA. Et le montant, là, est le même que pour la JPP. Donc, au 1er janvier 2002, on est pour ces deux allocations AJPP et AJPA à environ 58 € par jour et 29 € pour une demi-journée. Ça, c'est les tout derniers montants. Elle est versée, cette allocation AJPA, dans la limite de 66 jours au cours du parcours professionnel de la salariée et c'est maximum 22 allocations par mois. Ça va être effectivement là du coup pour les allocations. Ce que je voulais vous rajouter comme congés qui peuvent être également intéressants en plus des congés qu'on vient de voir, c'est notamment le congé à l'annonce d'un handicap ou là à l'annonce d'une maladie chronique ou de cancer. Là, c'est assez récent, c'était une loi du 18 décembre 2021. Les parents qui apprennent, c'est au moment de l'annonce en fait d'une pathologie chronique ou d'un cancer, ils peuvent désormais bénéficier d'un congé spécifique d'une durée de 2 jours. Donc ça, c'est cette loi du 18 décembre 2021. Et c'était déjà prévu depuis 2016 pour les parents apprenant un handicap, mais du coup, c'est étendu. L'absence n'entraîne pas de perte de salaire et n'est pas décomptée des congés payés. C'est vraiment un congé qui est à la charge de l'employeur et c'est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir le noter. Et je vous avais noté, juste que je le retrouve, une autre disposition dont je voulais vous parler, que je vais vous retrouver. Oui, voilà. Il y a un droit également à congé payé supplémentaire de 2 jours pour les salariés qui ont au foyer un enfant handicapé, mais là, du coup, sans limite d'âge. Donc ça peut être intéressant. Alors après, je lisais différentes critiques, ça c'est dans le cadre de la loi travail El Khomri, mais qu'en définitive, ça ne doit pas dépasser les 30 jours ouvrables en cumul du nombre des jours de congés supplémentaires et des congés payés annuels. Sauf que, en définitive, il y a beaucoup de salariés qui ont déjà les 30 jours ouvrables. Donc ça se voulait être une avancée, mais qui finalement n'en est peut-être pas tellement une. Je ne suis pas sûre que ça va pouvoir bénéficier à beaucoup de salariés. Et autre chose importante qui est prévue dans le Code du travail, c'est que les salariés qui justifient de la présence au sein du foyer, donc d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne qui est en perte d'autonomie, ils peuvent bénéficier d'une dérogation par rapport au congé, c'est-à-dire que normalement, on doit prendre ses congés payés
Si on veut, par exemple, en prendre en une seule fois, il ne faut pas dépasser 24 jours ouvrables. Soit ça fait 4 semaines. Et là, c'est possible de déroger à cette règle-là et d'aller au-delà des 24 jours ouvrables en une seule fois si on accueille au foyer une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc ça, c'est les informations que moi, je voulais vous donner sur les congés et les allocations. Et je crois qu'on avait une partie après sur le droit au répit. Oui. Est-ce que déjà, parce que là, c'est vrai que ça vous fait beaucoup d'informations qui sont assez techniques. Et je pense qu'il y a un certain nombre de choses que vous connaissez déjà. Mais si vous avez besoin qu'on revienne sur certaines choses, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est des congés, des allocations que vous sollicitez déjà peut-être et que vous connaissez? Voilà. N'hésitez pas, je vois que madame... Ou témoigner. Est-ce que l'employeur peut refuser les congés? Si vous remplissez les conditions, normalement, il n'y a pas de... Il y a les délais de prévenance. Voilà, si vous respectez bien toutes les conditions, il n'y a pas de refus de l'employeur. Après, voilà, on sait bien aussi que entre l'obligation de l'employeur d'accepter et après l'accueil qui en est fait, les conditions les relations qui se tissent après avec l'employeur, il y a une différence entre mes droits et l'obligation de faire valoir mes droits par l'employeur et après l'accueil qui en est fait par l'employeur, voire des fois par les collègues. Des fois, il y a une marge. C'est vrai que ça peut être compliqué à gérer. C'est d'où l'importance aussi de sensibiliser les employeurs aux situations d'aide. Est-ce que vous avez... Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes. Ou des témoignages de... Juste de aussi, démarches que vous avez pu faire. On l'a pas évoqué, mais le congé parental pour les enfants est aussi un outil pour concilier le congé parental à l'arrivée d'un enfant auquel tout salarié ayant travaillé 2 ans dans l'entreprise a le droit et qui est du coup indemnisé par la prépare versée par la CAF ou la MSA. Donc la prépare qui est de jusqu'aux 3 ans de l'enfant, mais 24 mois par parent. Un parent ne peut pas bénéficier du prépare pendant 3 ans, sauf si c'est en situation de monoparentalité ou autre. Mais si on est en couple, un parent ne peut en bénéficier que 24 mois maximum. Et donc, si on veut bénéficier de 12 mois complémentaires, ce sera l'autre parent. Mais en tout cas, on a le droit de prendre un congé parental jusqu'aux 3 ans de l'enfant, en tout cas sur les salariés du privé, même s'il n'y a pas d'allocation derrière. Et juste pour préciser sur votre question là sur le refus des congés, donc si toutes les conditions sont remplies, effectivement, l'employeur ne peut pas refuser. Si tous les délais ont été respectés de prévenance, toute la procédure a été respectée. Et si c'est le cas, il y a toujours la possibilité de contester devant le Conseil de prud'homme s'il y a eu un refus de congé alors que les conditions étaient remplies. Alors, il y a également un droit au répit qui est vraiment l'idée de pouvoir mieux articuler les temps des proches aidants, permettre aux personnes de souffler, de prendre du temps pour elles, de prendre du recul, de prendre du temps pour se reposer physiquement ou pour faire des activités proprement dites. Donc là, l'idée, c'est de bien pouvoir permettre aux personnes de bénéficier d'une prise en charge pour la personne aidée. Donc, les bénéficiaires du droit au répit, ce sont les aidants, là, pour le coup, de personnes bénéficiaires de l'APA et qui ont déjà atteint leur plafond. Et du coup, on va demander une aide supplémentaire pour permettre un droit au répit et s'assurer du coup d'une présence ou d'une aide indispensable à la vie au domicile de leurs proches ou un hébergement
du proche et de me prouver aussi qu'on ne peut pas être remplacé par une personne de l'entourage. Voilà. Et donc, le droit au répit permet de financer dans la limite de 500. Alors là, j'ai pas le temps d'actualiser s'il y a eu une hausse par rapport à 2022 de 509 €. L'accueil de la personne aidée, soit dans un accueil de jour ou de nuit, un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial ou un relais à domicile. Après, il peut y avoir aussi des solutions au répit auprès de l'assurance maladie dans le cas des enfants handicapés, il faut se renseigner, ou sinon auprès des mutuelles, des organismes complémentaires, pardon, ou voilà, auprès des caisses de retraite complémentaires. Il ne faut pas hésiter à se renseigner pour voir si eux, ils proposent des aides financières pour vous permettre un répit. Peut-être que certains, d'ailleurs, peuvent témoigner s'ils ont sollicité d'autres structures pour avoir une aide au répit là-dessus. Et donc, pour le droit au répit dans le cadre de l'APA, c'est une demande auprès du conseil départemental qui va évaluer les besoins et l'autonomie de la personne. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la dernière partie qui peut-être vous concerne moins, mais qu'on va quand même aborder parce que là, l'idée, c'est d'être salarié de la personne aidée. Donc, sous les témoignages qu'on a eu tout à l'heure, on parlait plutôt d'enfants, donc c'est moins le cas. Mais Alors, il y a la possibilité d'être salarié ou dédommagé en tant qu'aidant. En fait, l'aider. Il y avait une réponse. Oui, je vais chercher la réponse en attendant, je te laisse continuer. Ah oui, d'accord. Ok. Pour être salarié, en fait, l'aider qui bénéficie de l'APA ou de la PCH, donc de la prestation de compensation du handicap, elle peut, sous certaines conditions, rémunérer ou dédommager l'aidant. Si la personne aidée ne bénéficie pas de l'APA ou de la PCH, mais qu'il ou elle a les ressources suffisantes, elle peut aussi employer le proche aidant dans le cadre des services à la personne, en tant qu'aide à domicile. Et le proche aidé, alors, dans ces conditions, devient particulier employeur et le proche aidant, un salarié. Là, le particulier employeur, donc la personne qui est aidée, peut opter pour le CESU, le chèque emploi-service universel, ou un contrat de travail classique, tout simplement pour rétribuer l'aidant. Camille, est-ce que tu peux juste avancer le diapo? Merci. Sur la prestation, donc il y a aussi la possibilité d'avoir cette prestation de compensation du handicap qui a plusieurs types d'aides, mais là on va être sur l'aide humaine. Donc là, on est dans la situation où on a une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, par exemple la mobilité, l'entretien personnel, communication, les relations avec autrui, ou alors une difficulté grave pour la réalisation d'au moins 2 activités. Là, ça concerne les adultes de moins de 60 ans et les enfants de moins de 20 ans. Et en fait, soit ça va être pour rémunérer ou pour dédommager le proche aidant. Pour le rémunérer le proche aidant, ça peut être, là le montant, on est 14,33 € brut de l'heure, sachant que ça ne concerne pas les conjoints, ni les parents, ni les enfants, ni les retraités, ni les actifs à temps plein. Et pour dédommager un proche aidant, on est sur des montants de 4,13 € de l'heure ou 6,19 € de l'heure si la personne réduit ou abandonne son activité. L'autre allocation qui peut être utilisée, c'est l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, qui peut effectivement, si les conditions sont remplies, donc là on est sur la personne aidée qui a au moins 60 ans, une perte d'autonomie, donc qui est évaluée avec la grille Agir, et l'aidant rémunéré, là, dans ces conditions, peut être la conjointe, le conjoint, le partenaire, non, ne peut pas être, pardon, excusez-moi, le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, mais par contre, peut être l'obligé alimentaire, un enfant ou un petit enfant. Et la dernière allocation dont on voulait vous parler, c'est l'AEEH, excusez-moi, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
donc là qui bénéficie pour les enfants de moins de 20 ans, c'est pour tout ce qui est dépenses liées au handicap de l'enfant de moins de 20 ans. Il y a une instruction par la commission, donc la CDAPH. Le montant de base est de 132,74 €. Il y a la possibilité d'avoir des compléments en fonction du handicap, une majoration pour les parents isolés. Et on est sur un durée de versement en fonction des perspectives d'amélioration et du taux d'incapacité. Et c'est cumulable avec la PCH qu'on a vu juste avant, ou avec le complément AEH et le 3e élément de la PCH. Donc ça fait beaucoup de conditions. Donc c'est vrai que c'est toujours important aussi de se faire aider, accompagner pour pouvoir étudier tout ça et voir toutes les conditions qui peuvent être remplies et correspondent à votre situation. Alors, juste sur la question sur l'aide au répit, le droit au répit, donc on est bien sur des services du conseil départementaux, hein, ça va être ça va être les mêmes services de ceux qui instruisent les dossiers à part, l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, en général, ce sont les professionnels, les assistants sociaux qui sont dédiés à l'instruction des dossiers personnes handicapées, personnes âgés, et du coup donc dans les EDS, hein, et les anciens CMS. Par contre, sur le délai, je pourrais pas vous dire, mais c'est vrai que comme dans les textes, ils disent qu'il y a une visite à domicile pour évaluer le droit au répit. Donc en général, ce sont des choses à anticiper. Puis après, je suppose qu'après, puisqu'il y a besoin d'une prise en charge par un tiers, soit hébergement, soit service à domicile, bah après, il y a aussi tout ce qui est trouver quelqu'un, se mettre en relation avec un service. Il y a peut-être des temps d'adaptation à faire. Donc, ça peut être un peu long. Après, il y a des choses qui peuvent certainement s'enclencher un peu plus vite dès lors, parce que le droit au répit peut être aussi mobilisé en cas d'hospitalisation, notamment de la personne, de l'aidant. Donc, du coup, il y a certainement des choses qui peuvent se mobiliser plus rapidement. Mais voilà, ça, je ne pourrais pas trop vous dire sur le délai. Mais c'est le conseil départemental. Et après, c'était plutôt sur les autres aides financières qu'il faut aller en amont, solliciter les caisses de retraite ou autres. Mais ça dépend au cas par cas. Alors, concernant du coup, voilà, qui peut vous aider, vous informer sur tous ces services, tous ces droits. On vous a listé un certain nombre de ressources disponibles où vous allez pouvoir retrouver de l'information et des professionnels qui peuvent vous accompagner. Donc, les associations comme de proches aidants, comme la page en tout cas, voilà. Mais il y en a d'autres en fonction des associations de parents, voilà, des associations en fonction aussi des handicaps. Il y a plein de choses. Les associations comme TCAP sur tout ce qui est l'accès aux loisirs des personnes en situation de handicap, qui peuvent être un lieu ressource également. Votre famille, vos amis, qui peuvent aussi être des relais, des personnes conseils, et notamment pour vous accompagner à vous dégager du temps. Votre médecin pour travailler sur tout ce qui est aussi bien-être. Les plateformes d'accompagnement au répit, hein, il y a aussi, vous les retrouvez sur le site de l'UDAF. Il y a un aidant, vous connaissez certainement le site aidant44.fr, qui va recenser en fonction de votre besoin toutes les structures, tous les services d'aide à domicile, toutes les structures d'hébergement, toutes les associations, en fonction vraiment de vos besoins, et les associations, les structures qui font aussi de l'aide au répit, vous allez les retrouver sur le site de Aidant 44. Et puis après, il va y avoir aussi plein d'informations, que ce soit sur leur site ou le site des aidants juridiques. Voilà, nous, on a été aussi épuiser les informations sur leur site. La CAF et la MSA, puisque du coup, c'est eux qui vont verser un certain nombre d'aides. Les mutuelles et caisses de retraite, on en a parlé. Les services d'aide à domicile, de soins infirmiers, et voilà. La MDPH, la CLIC et le conseil départemental qui sont mis. Et donc, on le rappelle, le CIDFF, nous, notre rôle, c'est plutôt de l'information juridique, notamment sur les droits.
Ça peut être sur voilà, reprendre ces droits-là, mais aussi les incidences sur le droit, votre contrat de travail, les mesures de protection, le droit de la famille, les services emploi, le service emploi pour vous accompagner sur votre projet professionnel, en individuel, en collectif, pour vous accompagner à dresser un état des lieux sur l'articulation des temps. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Voilà. Voilà, donc voilà un petit peu la présentation très succinct des différents congés, droits qui permettent de concilier en tout cas vie professionnelle, vie personnelle, vie familiale. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vrai que c'est toujours intéressant et important de savoir, parce qu'effectivement, très peu de gens connaissent le CIDF, CIDFF, et c'est une source d'information. Donc, merci. Ouais. Et si jamais il y a vous avez d'autres questions, les participants, n'hésitez pas à prendre contact avec justement le CIDFF qui pourra vous accompagner. Il ne faut pas hésiter. Oui, n'hésitez pas à aller voir sur notre site. Hein, vous allez avoir toutes les coordonnées, les permanences, les modes de contact si vous avez besoin de prendre rendez-vous. Ou voilà, on vous l'indique aussi. On a une newsletter où vous pouvez être informé des actions collectives ou des événements comme ça qu'on peut organiser sur d'autres thématiques des fois, mais il ne faut pas hésiter. Si. Est-ce que le CIDF nous aide également au montage du dossier MDPH? Non, là clairement, c'est pas vraiment de nos ressorts. Ça va être plutôt voilà, les AS, les assistantes sociales des EDS qui peuvent vous accompagner à faire ça. Alors, je sais que c'est un peu compliqué aujourd'hui, hein, de plus en plus sur ces tâches administratives, les dossiers MDPH. Elles ont de moins en moins de temps pour le faire, mais c'est plutôt elles qui vont vous accompagner. Et il ne faut pas hésiter non plus à aller peut-être voir la maison des aidants, ce genre de choses qui peuvent vous accompagner. Pour petite précision, la maison des aidants est plutôt dédiée pour les personnes âgées et puis les personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Bon, bah, je vous souhaite s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Merci. Et puis, merci pour tout. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.